À la une ce soir, deux fusillades ont été enregistrées en l'espace d'une semaine dans la ville de Bunia par des hommes non identifiés. Le dernier incident s'est produit hier dans la soirée. Le bilan fait état de plusieurs morts et des blessés. Et puis en Ituri, l'étau se resserre autour de la milice CPR de Thomas Lubanga. Plus de 60 combattants ont été capturés grâce aux opérations militaires menées par les FRDC. Ces ex-combattants présentés aux autorités militaires dénoncent des conditions de vie précaires. Et pour imposer la paix, le gouverneur militaire est déterminé à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier. Enfin, une controverse a éclaté concernant le prix de jus dans les supermarchés locaux à Kinshasa. Les acheteurs se plaignent d'une augmentation significative des prix, notamment pour les jus d'orange qui coûtent 64 000 francs congolais. Situation qui soulève des questions sur la transparence des prix et l'accessibilité des produits de consommation courante pour la population. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Nous ouvrons ce journal. Cette information, des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont tué plutôt 319 civils, dont 48 femmes et 19 enfants. Le mois dernier, dans l'Est de la République, a déclaré le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. À Kinshasa, le porte-parole du gouvernement se dit indigné par ce massacre. Patrick Mouyaya condamne justement l'arrestation et la mort du journaliste tué dans la province du Nord Kivu dans des conditions inhumaines. Reportage. C'est une énième massacre dans la partie sous occupation par l'AFC M23, précisément dans le territoire de Rutshuru. Plus de 300 personnes tuées, un massacre qualifié de ciblé par Kinshasa. Cette situation est totalement inacceptable au regard pas seulement de l'ampleur mais de la nature des crimes qui sont commis et qui ciblent principalement les membres d'une même communauté. Bon, on en saura davantage dans le jour qui vient, mais ici, les Congolais doivent savoir que le gouvernement est au courant et que nous suivons pas à pas ce qui se passe. Et comme nous le faisons, nous documentons, parce que bien au-delà de la dynamique de la paix que nous avons engagée, il y a une composante judiciaire qui doit suivre, parce que tous les crimes de cette nature qui sont commis ne devraient jamais rester impunis. Et sinon... Au sujet du meurtre du journaliste Fiston Wilanja, réaction à chaud du porte-parole du gouvernement. De cet acte ignoble, parce qu'il faut malheureusement dire que c'est un énième acte que nous déplorons dans le cadre d'une gouvernance par crime qui est instaurée dans les territoires sous occupation, et à plus forte raison sur un journaliste, bien au-delà de ces cas malheureux. Mais nous savons que les journalistes sont intimidés. Nous savons que les journalistes sont contraints à la clandestinité. Donc, nous savons que les journalistes, en tout cas certains, s'organisent pour quitter les lieux parce qu'ils sont considérés comme étant la cible alors qu'ils sont là que pour faire le travail qui est les leurs. Et donc ça, c'est quelque chose de très déplorable parce que vouloir attenter ou briser le travail de journaliste, c'est empêcher aux autres d'être éclairés. Aux populations vivant sous le zone sous occupation, le gouvernement dit suivre de près la situation sur terrain. Et puis ce drame survenu hier soir en plein cœur de la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, une fusillade meurtrière a sémé la terreur lorsque des hommes armés non identifiés circulant à moto ont ouvert le feu sur des civils rassemblés dans un bistrot local. Le bilan fait état de plusieurs morts et des blessés. On en parle avec Junior Selemani. La criminalité urbaine à Bunia suscite une vive inquiétude parmi les observateurs, jadis considérée comme une ville relativement sécurisée. La capitale provinciale de l'Ituri est aujourd'hui devenue un foyer de violence où des criminels n'hésitent plus à ôter la vie à des citoyens innocents. Dans la nuit du mardi aux alentours de 19h, heure locale, deux individus armés à moto ont ouvert le feu sur une terrasse située à plein centre-ville. 6 personnes ont été atteintes par le tir, dont un agent de l'Office congolais de contrôle qui a succombé à ses blessures. Les 5 autres victimes ont été grièvement blessées. Face à cette montée inquiétante de l'insécurité, le député provincial Pascal Doudanga Cavarios, élu de la ville de Bunia, a réagi avec fermeté. Il dénonce la recrudescence des actes criminels et appelle à une collaboration renforcée entre civils et militaires pour démanteler les réseaux de bandits qui sévissent dans la ville. Il revient d'abord
aux autorités sécuritaires de s'impliquer sérieusement pour sécuriser la population. Et c'est bien, c'est à ce sens que nous demandons à cette population, en collaboration avec les autorités sécuritaires territorialisées bien sûr, de tout faire pour identifier ce qui vient. Je crois si on va établir cette coopération entre la police de proximité, les autorités locales et la population à travers le président des jeunes, représentation des mamans, on arrivera à dénicher. Notons que ce drame survient quelques jours seulement après une autre attaque meurtrière enregistrée le 30 juillet dernier dans le quartier Yambiaya, où l'on déplore 3 morts et 14 blessés. Ces événements tragiques rappellent l'urgence de renforcer la vigilance et la coordination entre le service de défense et de sécurité afin de restaurer la paix et la quiétude à Bunia. Plus de 60 combattants du mouvement CRP de Thomas Lubanga viennent d'être capturés au littoral du lac Albert, en territoire de Djougou, grâce aux opérations militaires des FARDC menées autour de Tchomia et Nyamamba. Selon le porte-parole de l'armée de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, les miliciens capturés étaient affaiblis par des conditions de vie précaires. Regardez. Il s'agit ici des éléments de la milice CRP en perte de vitesse dans la brousse. Ils ont été présentés ce mardi 5 août au commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, par les commandants 330e base force navale, les colonels Ekofo. Ces éléments qui se sont rendus avec quelques armes et munitions de guerre affirment avoir subi la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous étions sérieusement frappés et on ne savait où se retrancher. On était nombreux. D'autres sont dispersés et d'autres ont fui même jusqu'à l'Ouganda. Nous ne savons même pas la destination des autres et d'autres sont morts. Le gouvernement nous a bien accueillis tous. Je ne peux plus rentrer en brousse. Je vais rester aux côtés du gouvernement. Si je rentre pour la deuxième fois, que le gouvernement s'occupe de moi, car j'aurais agi comme un insensé. Le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du secteur opérationnel Ituri, renseigne que l'armée reste déterminée. Nous appelons les autres à ne pas hésiter, de sauver leur vie, de quitter la brousse et de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir la vie sauve. Et plus rien ne sera comme auparavant, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées vont imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Thomas Lubanga, c'est un criminel. Il ne faut pas le suivre. Rappelons que pour l'instant, l'armée mène des opérations de ratissage au littoral du lac Albert pour imposer la paix selon le GVE du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Et puis 2 journalistes, dont l'une est directrice générale du média Even RDC.com et l'autre journaliste à Siloé Télévision, ont été arrêtés, transférés à la prison centrale de Makala. Des organisations de défense des droits de l'homme, l'UNPC, ont dénoncé une arrestation arbitraire pour Kamanda Wakamanda. La loi donne la possibilité à une partie lésée par une publication de presse de présenter son droit de réponse qui tient lieu de réparation. Gaëtan Magalano. J'ai appris, moi, qu'ils viennent d'être transférés à la prison de Makala et je me pose la question de savoir si les juges maîtrisent bien la loi. La loi, elle est claire, il faut absolument un démenti que la personne qui se sent lésée doit faire et qui doit être accepté et publié par le média qui est mise en cause. Mais là, on demande aux gens de donner leurs sources. C'est comme, par exemple, Ndaya. La consoeur Ndaya, on lui demande de dévoiler sa source. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Elle a dit ce qu'elle a dit. Si le médecin qui est plaignant pense que l'information n'est pas correcte, il n'a qu'à faire le démenti
Et si le journal refuse, si le journal ou le média refuse de publier le démenti, là c'est autre chose. Pour la consoeur Ndaya, il y a Maître Joël Cadet Toumba, celui qui suit le cas de la consoeur. Il a relevé des anomalies et le procureur de la République de la Gombe a accepté de mettre les deux parties en présence, qui se mettent d'accord donc, pour que le problème soit réglé comme l'exige la loi. Pour marquer sa présence dans les espaces liquides de la RDC, la force navale s'est dotée des canons rapides, un échantillon officiellement remis au chef d'état-major de la force navale par le chef d'état-major général des FARDC au beach Majestic River. Reportage. Le lieutenant-général Bonza Mwilambo Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a officiellement remis un canon rapide armé à la force navale. Cette unité flottante, la première d'un lot de plusieurs autres, est destinée à renforcer l'autorité de l'État à travers les différents cours d'eau de notre pays, particulièrement au pôle Malébo. La cérémonie a eu lieu ce lundi 4 août 2025 au beach Majestic River, dans la commune de la Gombe. La dotation de ces canons rapides à la force navale entre dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC pour son armée. La vision de construire un grand outil de défense au service du peuple congolais. Les clés de ces speedboats ont été officiellement remises au vice-amiral Kouyandi et Mehdi Albert, chef d'état-major de la force navale, par le lieutenant-général Bonza Mwilambo Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces speedboats sont équipés de 2 moteurs de A50 chacun. Ils sont montés d'une mitrailleuse de calibre 12,7 mm et de 2 armes PKM. Pour se rendre compte des performances de ce type d'engin, le chef d'état-major général, ses 2 adjoints et d'autres officiers sont montés à bord de l'un des speedboats. Une démonstration a été réalisée dans la baie d'Ngaliema sur le fleuve Congo. Les marins eux-mêmes ont continué à s'entraîner pour maîtriser l'engin. Pour l'amiral Kouyandi, ces canons rapides permettront d'avoir du commandant suprême parmi tant d'autres qui doivent arriver. C'est aussi pour marquer pour notre visibilité sur nos espaces liquides et aussi tout marquer, faire une permanence sur zone. Ce n'est pas l'unique unité, il y en a encore tant d'autres qui doivent arriver. Nous voulons être présents partout en République démocratique du Congo où nous devons sécuriser nos espaces liquides. Par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Mwandianvita, la délégation congolaise a été reçue en République orientale d'Uruguay par le président Orsni Yamandou. Un commentaire de Sandra Nyangui. En tournée gouvernementale en République orientale d'Uruguay, la délégation congolaise, conduite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, était l'hôte du président de la République d'Uruguay, Yamandou Orsi. Cette rencontre de haut niveau, sanctionnée par la signature d'un mémorandum d'entente entre 2 ministères de la Défense nationale congolaise et uruguayenne, matérialisant ainsi la volonté partagée de bâtir un partenariat stratégique, durable et tourné vers la paix. À la vision chère au commandant de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mise en relation, les réunions bilatérales vont se poursuivre avec différents départements sectoriels uruguayens dans l'optique de faire aboutir les priorités de coopération entre Kinshasa et Montevideo. Rappelons par ailleurs que le vice-premier ministre, ministre de la Défense, combattant Maître Guy Kabombo Modianvita, s'est rendu à l'état-major des armées où il a salué l'engagement constant de l'Uruguay dans les opérations de maintien de la paix, en particulier en République démocratique du Congo depuis 2001. Leur présence constitue un symbole fort de solidarité internationale et de fraternité entre les peuples. À ce jour, les contingents uruguayens comptent 631 personnels, dont 421 soldats actuellement déployés à Goma.
dans l'est de mon pays. Ces mouvements témoignent de la rigueur et du professionnalisme de vos forces, ainsi que de votre ferme volonté d'honorer vos engagements dans le cadre de la paix internationale. En mémoire et en hommage, je souhaite humblement m'incliner devant la mémoire de 15 casques bleus uruguayens tombés sur le sol congolais dans l'exercice de leur mission noble de maintien de la paix. Il a rendu un vibrant hommage à la mémoire de 15 soldats uruguayens tombés en mission de la paix sous la bannière de la MONUSCO, soulignant la reconnaissance du peuple congolais, droit de ce sacrifice. Fini la pédagogie, place à un travail de titan mené avec discipline. Telles sont les instructions données par l'inspecteur général de la police, Philémon Yave, aux inspecteurs. Sur le terrain, les équipes sont appelées à lutter contre les violations de droits de l'homme, à mettre fin aux tracasseries. Cédric et Nina, Bijou et Kamba nous en disent plus. Fini la pédagogie, le travail avec un résultat stérile. Cette fois-ci, nous voulons voir les inspecteurs qui descendent sur le terrain abattre un travail de titan avec consigne discipline. L'objectif de cette réunion à l'inspection générale de la police nationale congolaise est de redorer l'image de la police, de veiller au respect des droits de l'homme et renforcer de surcroît la confiance avec la population. Des instructions claires ont été données par l'inspecteur général de la police, Philémon Patience Mouchidiave. Juste après, les inspecteurs se sont déployés sur le terrain dans le district de Lukunga, où quelques cas d'irrégularité, notamment les dépassements de délais de détention, les arrestations arbitraires et sur le champ, les victimes de l'injustice ont été relaxées et un policier arrêté et conduit immédiatement à l'inspection générale. L'autre a été appréhendé tout de suite là, parce qu'il semble qu'il y a eu un incendie d'un sous-set quelque part. On a commencé à ramasser les gens comme ça sans tenir compte de quoi que ce soit. C'est pour ça que quand on l'a trouvé comme c'était un mineur, on l'a relaxé. Avec cette gestion des proximités, l'inspecteur Philémon Patience Mouchidiave vise, entrevoit, de corriger les erreurs et réduire au maximum les bavures policières dans la capitale et sur toute l'étendue du territoire national. Face au banditisme urbain et aux multiples formes d'insécurité qui gangrènent la ville de Kinshasa, une nouvelle stratégie est en cours. Les bourgmestres sont désormais en première ligne à travers l'organisation des réunions mixtes de sécurité pour mettre fin à ce phénomène récurrent. Fifi Mukundi et Joséphine Liondo. Une réponse concertée s'organise face à l'insécurité et autres formes de dérapage dans la ville de Kinshasa. Désormais, les bourgmestres sont appelés à tenir des réunions mixtes entre entités voisines et parfois même au-delà pour faire front commun contre les défis sécuritaires. Dans cette dynamique, l'inspection générale de la territoriale a convié les autorités municipales de 9 communes à une séance de coaching stratégique. Une première étape d'un programme de formation destiné à renforcer la coordination intercommunale et à harmoniser les actions sur le terrain. La tenue régulière des réunions sécuritaires avec la participation active de tous les responsables des services est au cœur de la stratégie, quitte l'approche d'analyse événementielle pour des analyses systématiques et globales. De bien comprendre les problèmes et les menaces en vue de mieux les prévenir, les anticiper et les résoudre durablement. Au cours de cette rencontre, les bourgmestres ont été formés aux modalités d'organisation des réunions mixtes et de sécurité. Ensemble, ils ont identifié les problèmes communs, vol à main armée, incivilité et autres actes de délinquance qui perturbent la vie de quartier. Nous avons presque les mêmes problèmes par rapport à l'insécurité, à l'assainissement, au braquage, par rapport au appel de la tracasserie des agents de transport. Nous avons généralement des problèmes qui concernent deux communes qu'on peut régler au niveau de nos frontières respectives. Là, nous sommes en train d'enrichir comment faire ça pour que nous puissions garder la ville sécuritaire et que nous puissions être beaucoup plus à l'aise pour gérer nos communes. Une synergie saluée par les participants qui espèrent que cette approche collective marquera un tournant décisif dans la lutte contre l'insécurité à Kinshasa. Sachez aussi que le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation vient de se doter des manuels pour sa gouvernance. Ces outils viennent d'être validés par différents partenaires et serviront de boussole pour garantir la transparence et l'harmonisation dans les interventions du programme sur le terrain. Peggy Mukunda. 5 jours de moments forts
marquée par les partages d'expériences entre les parties prenantes pour l'enrichissement et la validation des manuels d'encadrement des activités d'opérationnalisation du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDR-CS. Le programme vient de se doter de ces outils efficaces pour sa gouvernance après un travail rigoureux abattu avec professionnalisme en présence de l'équipe dirigeante du PDDR-CS. Le coordonnateur national Jean-Dédier Désiré Ntangatita, Marie-Chantal Lumba, chargé des opérations, et William Balika, chargé de l'administration et des finances. Ces outils validés et adoptés serviront de boussole pour garantir la cohérence et l'harmonisation des interventions du programme sur terrain. Notre objectif commun était clair dès le départ. Finaliser les documents de gouvernance administrative et financière ainsi que les manuels opérationnels du PDDR-CS afin de doter notre programme d'outils crédibles et normés, capables d'assumer une mise en œuvre efficace, efficiente et transparente sur toute l'étendue de notre territoire. Nous ne pouvons qu'encourager cet effort collectif et saluer la gratitude de l'ensemble des participants. Le PNUD se réjouit de cet engagement et est déterminé à accompagner la mise en œuvre de ces manuels validés pour le PDDR-CS. Les sinistrés des catastrophes naturelles de 2022 survenues à Matadi-Kibala interpellent les autorités compétentes sur l'arrêt des travaux de construction des maisons à Kimwenza et Mongafula. Lancé sur ordre du président de la République, ce projet est suspendu depuis 2 ans. Plusieurs familles passent désormais la nuit à la Belle Étoile et appellent à une reprise urgente des travaux. Iverson Kababa. Ces projets ambitieux lancés en 2023, dont l'objectif est à fournir un toit à 1000 familles des sinistrés des inondations dévastatrices de Matadi-Kibala, survenus en 2022, malheureusement, les travaux de finition sont aux arrêts depuis un moment. Constat fait par le président des sinistrés, Alexandre Kadada. Après la catastrophe, le président de la République avait trouvé une bonne idée d'aider ses frères et sœurs sinistrés. Il a acheté un terrain. On a commencé à fabriquer des maisons que vous voyez. Ces maisons pouvaient faire 8 mois seulement pour que les sinistrés entrent. Mais aujourd'hui, il y a 2 ans et demi, le travail ne s'effectue pas. Il n'y a rien ici. Alors, la question que nous nous posons, nous les sinistrés, qui sabote le président de la République? Parce que cette idée que le président a donnée, je ne pense pas que dans notre pays, il y a eu un président qui a fait comme lui. Une catastrophe naturelle qui a atteint une portion de sa population et que lui s'est décidé pour que ces gens-là ne puissent pas souffrir, qu'ils puissent avoir quand même un toit là où ils peuvent dormir, gratuitement. Ces 1000 maisons pour les sinistrés de Matadi-Kibala est une réponse forte et solidaire du gouvernement congolais face aux catastrophes naturelles. Il reflète l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des citoyens tout en contribuant à l'urbanisation durable et moderne de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et Médias a reçu Joël Makembo, lauréate congolaise du concours mondial Éloquence 2025, Gaëtan Magalano pour ce reportage. Au cabinet du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, de félicitations de toute une nation adressées à la lauréate congolaise du concours mondial de l'éloquence à Paris, organisé par l'Association internationale de professeurs de français et l'Association de membres de l'ordre de Palme académique. Patrick Mouyaya a salué ses talents congolais, l'engagement et la rigueur de Joël Makembo, ainsi que le rôle fondamental joué par son coach Bram Semongo dans la préparation du concours. Le ministre a souligné que de tels parcours méritent d'être davantage soutenus, valorisés et intégrés dans une dynamique de diplomatie culturelle de la RDC. Et donc, je ne suis qu'une voix parmi tant d'autres. L'éloquence n'est pas qu'un art, c'est une arme puissante qui change des vies. Alors, recevoir les honneurs du ministère de la Communication et des Médias par son Excellence, Monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement, Monsieur Patrick Mouyaya,
est un véritable honneur pour moi et une marque de fierté et de confiance. Retenez que Joël Makembo Maya s'est distingué dans la catégorie français langue première lors de la finale internationale. Tenue le 15 juillet en France, sa performance saluée par un jury international lui a valu le titre de lauréate de l'édition 2025 avec une vidéo classée meilleure parmi les 3 soumises dans sa catégorie. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a réaffirmé son engagement à soutenir le ministère de la formation professionnelle dans l'accompagnement de ses missions, une volonté exprimée lors d'une séance de travail entre le ministre de la formation professionnelle et le représentant résident de l'UNICEF en RDC, un commentaire de Keren Kankolongo. Lors de cette rencontre, le représentant résident de l'UNICEF, M. Agbor, a eu toutes les informations nécessaires sur les priorités stratégiques du ministère de la formation professionnelle en vue d'un accompagnement technique et programmatique. On est venu échanger avec le ministre pour écouter un peu les priorités de son département ministériel, pour voir comment est-ce qu'on peut s'engager avec les autres partenaires techniques et financiers dans l'accompagnement des priorités de ce ministère clé. On a aussi échangé évidemment sur l'appui que l'UNICEF pourrait éventuellement apporter, sachant évidemment que l'UNICEF, avec l'enfant au centre, a beaucoup interagi avec beaucoup de ministères. Peu avant, le ministre Marc Ekila avait reçu une importante délégation composée des représentants légaux, coordonnateurs nationaux et promoteurs des établissements relevant du ministère. Conduite par Jean-Pierre Bandoki, cette délégation regroupe des membres de confédération des représentants légaux, coordonnateurs nationaux et promoteurs des établissements du ministère de la formation professionnelle. L'organisation a été officiellement représentée au ministre à cette occasion. Au centre des échanges, plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la viabilisation accrue des centres de formation professionnelle. Le ministre a insisté sur la nécessité de bannir toute initiative allant à l'encontre de textes légaux, en particulier celles visant à usurper les prérogatives du ministère telles que les recrutements et les mécanisations du personnel. L'Office national des produits agricoles du Congo a mis en place un logiciel pour retracer tous les produits des champs jusqu'à l'exportation. Le but est de répondre aux soucis de l'Union européenne qui interdit tout accès dans son marché des produits agricoles venant des zones déforestées. Marthe Mangaza et Florie Kandé pour ce reportage. L'Assemblée générale de l'Union européenne a voté une nouvelle loi qui interdit tout accès dans son marché à partir du 31 décembre 2025 de produits agricoles provenant des zones déforestées. Dans le but de faire face à cette mesure, la République démocratique du Congo, à travers l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, son organe technique en matière de produits pérennes, travaille sur la mise en place d'un logiciel Agritrace, ce qui permettra de retracer avec précision les produits depuis les champs jusqu'au marché. L'ONAPAC est en train de mettre en place un logiciel nommé Agritrace qui va retracer les produits du champ jusqu'à l'exportation et la consommation locale. Ce logiciel va aider les agriculteurs à se retrouver dans les produits de leur champ. Ce logiciel va aussi lutter contre la fraude. Et ce logiciel va aider la République démocratique du Congo à exporter vers l'Union européenne. Avec ces logiciels, ceux qui achèteront réellement ce que nous cultivons. Et nous allons exporter réellement la valeur des produits que nous cultivons. Il nous reste encore un grand travail, mais nous continuons et nous espérons que la RDC sera en mesure d'exporter vers l'Union européenne. Ceci étant, l'ONAPAC sera désormais en mesure d'authentifier la provenance saine des produits de la RDC pour leur importation sans contestation dans les marchés de l'Union européenne. Je l'ai dit dans les titres, à Kinshasa, la polémique enfle autour du prix jugé exorbitant d'un jus vendu dans un supermarché de la capitale à 64 000 francs congolais. Les réactions indignées se multiplient sur les réseaux sociaux, poussant ainsi les autorités à réagir. La ministre provinciale de l'économie a effectué une tournée dans plusieurs enseignes pour tenter d'y voir clair. Mireille Ndeke était dans la suite. Plus de 64 000 francs congolais, soit environ $22 pour une bouteille de jus, c'est trop.
La photo du prix prise dans un supermarché de Kinshasa a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Face à la polémique, la ministre provinciale de l'économie est descendue sur le terrain le mardi et le mercredi. Elle a visité plusieurs supermarchés de Kinshasa pour comprendre la structure de prix et interroger les responsables sur leur circuit d'approvisionnement. Dans les rayons, les constats sont sans appel. Certains produits importés, comme ce fameux jus, atteignent effectivement des prix exorbitants. Mais ce n'est pas tout. Yvette Tembo Koulenfouka dit avoir relevé plusieurs autres anomalies. Nous avons quand même pu constater ces irrégularités. Pour certains, ils ont affiché, pour certains, non. Pour certains, le prix est élevé. Et avec mes experts du cabinet, nous allons nous asseoir pour essayer d'établir et de trouver des solutions face à vos cris. La ministre provinciale de l'économie, Yvette Tembo Koulenfouka, appelle au calme. Elle promet un suivi rigoureux et des enquêtes sur les pratiques commerciales des importateurs et distributeurs. Nous allons convoquer toutes ces parties prenantes, tous ces responsables des supermarchés pour nous rassurer qu'ils sont en train de respecter la loi, qu'ils respectent les structures de prix, de la chaîne d'approvisionnement, de la douane, jusqu'aux prix qui doivent être affichés. L'amélioration des conditions de travail, loin d'être un slogan et une réalité, à la DGRAD, la vice-ministre des Finances a procédé à l'inauguration du bâtiment moderne de la direction urbaine Kin-Est de cette régie financière. Cédric Enina nous en dit plus. C'est la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration du bâtiment de la direction urbaine de la DGRAD Kinshasa-Est, à la 3e rue commune de Limete. C'était en présence des cadres et agents de cette régie financière ainsi que d'autres invités, 7 mois après la signature du contrat avec l'entreprise El Shaddai qui a légalement gagné les marchés après appel d'offres. Les travaux de réhabilitation, de modernisation et d'équipement de ces bâtiments ont donné des résultats concluants. Cet édifice de 3 niveaux contient plus de 20 bureaux, 2 salles de réunion, une dizaine d'installations hygiéniques ainsi qu'une cuisine. Pour le directeur général de la DGRAD, Étienne Outoudi-Lutula, l'instant est historique. Je suis convaincu que ce bâtiment réhabilité et équipé sera un catalyseur pour l'administration des recettes non fiscales, un lieu où l'innovation, la collaboration et l'excellence au cœur de nos actions d'ordonnancement, de contrôle et de recouvrement des recettes non fiscales au profit du Trésor public. Cette infrastructure acquise sur fonds propres de la DGRAD s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui milite dans une large mesure pour l'amélioration des conditions de travail. Ces nouveaux bâtiments vont permettre au personnel de la DUC de travailler dans de meilleures conditions pour une mobilisation plus accrue des recettes non fiscales pour les comptes du Trésor public. Ouverture ce mercredi de la 2e session d'évaluation du guichet unique des déclarations des impôts, cotisations et contributions patronales sur les rémunérations des travailleurs tant nationaux qu'expatriés évoluant en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Ndolodemazou et José Dimoné-Kéné. Guichet unique des déclarations 10 ans après, bilan et perspectives, c'est le thème de cette 2e session d'évaluation qui, selon le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, intervient après celle tenue en décembre 2018. Cette rencontre a permis de mettre sur pied un 2e guichet unique des déclarations auprès des centres des impôts de Kinshasa. L'objectif poursuivi par cette création est de réduire les formalités d'usage pour les redevables des impôts à la DGI, à la CNCS, à l'INPP et à l'ONEM, améliorer le rendement de ces prélèvements à travers notamment le partage d'informations entre les 4 partenaires, ce qui a conduit à la signature du protocole d'accord dont les finalités sont définies ici par le DG de la DGI, Barnabé Mwakadi Mwamba. Mettre en service ces modèles des formulaires de déclaration unique de l'impôt professionnel sur les rémunérations et de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées aux personnes expatriées pour la Direction générale des impôts, des cotisations sociales pour la Caisse nationale de sécurité sociale, des cotisations patronales pour l'Institut national de préparation professionnelle
et des contributions patronales pour l'Office national de l'emploi. Permettre au guichet unique de saisir rapidement les données et informations consignées dans la déclaration unique déposée par les contribuables et de les mettre à la disposition des partenaires. Le DG de la DGI a exhorté les experts de 4 institutions à plus d'ardeur et de rigueur à cette session qui a ouvert ses portes ce mercredi 6 août et se clôture le vendredi 8 août 2025. Le coordonnateur du programme sino-congolais a eu des entretiens avec les acteurs impliqués dans les projets phares de la ville de Kananga, notamment celui de la construction du nouveau stade. À cette occasion, un protocole a été signé entre les deux parties. Gaëtan Magalano pour ce reportage. 2 acteurs de des projets phares de la ville de Kananga dans le cadre du programme sino-congolais autour du directeur Freddy Odichembo. Il s'agit de Sinehydro 14 et Sinehydro 1 ainsi que toute mission de contrôle et de surveillance dont la CGT, l'Office de route et BK pour le projet de la route Kananga-Kalambambouji ainsi que 2 cas services pour le projet de construction du nouveau stade de Kananga. Le directeur général de l'APCLC a au cours de cette rencontre félicité tous les acteurs pour la qualité du travail abattu tout en relevant quelques observations. Au vu de l'évolution de ce projet, nous sommes content de sortir de cette réunion pour exprimer une satisfaction générale. Les gens sont aujourd'hui invités à y aller, là où des camions pouvaient faire 2 semaines pour arriver d'un point à l'autre. Aujourd'hui, ils font un seul jour, pour ne pas dire quelques heures. La route a un standard vraiment international et nous avons passé en revue les différentes péripéties d'avenir, telles que la nécessité de garantir le financement pour respecter les délais. Juste après, le coordonnateur du programme sino-congolais et le gouverneur de province sur terrain pour inspecter le nouveau site attribué par la province pour la construction du stade de Kananga. Financé par le programme dans son volet infrastructure, le nouveau stade sera d'une capacité de 10 000 places assises. Ici également, le directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration a donné les assurances à l'autorité provinciale ainsi qu'à la population pour la matérialisation de ces projets chers du président Félix Tshisekedi. Le ministre de Postes, Télécommunications et de Numérique a clôturé l'atelier de validation de la déclaration des politiques sectorielles des postes organisés dans le but de doter la RDC d'un document stratégique capable de relancer et moderniser les acteurs, le secteur plutôt des télécoms. Nono Manseko nous en dit plus. La RDC est désormais dotée d'un document stratégique capable de relancer et de moderniser la communication et l'économie nationale. Il s'agit bien de la déclaration de la politique sectorielle des postes, validée dernièrement par des experts du ministère des Postes, Télécommunications et du Numérique, des opérateurs postaux ainsi que des experts du secteur des télécoms. 3 jours ont suffi pour ces experts de réfléchir sur des solutions à apporter aux défis que fait face la Poste, entre autres des infrastructures obsolètes, un cadre juridique inadapté et une faible couverture territoriale. Toutes les parties prenantes ont accordé une légitimité collective à ces textes pour permettre à la Poste de s'adapter aux profondes mutations et aux avancées rapides des NTIC. Les recommandations à ces travaux vont servir de base à l'adoption prochaine de cette politique par les gouvernements, a soutenu le ministre Kiba Samaliba qui a clôturé ces assises. C'est une boussole stratégique qui guidera nos actions, qui orientera les investissements et qui soutiendra la refondation de la Poste pour la rendre inclusive, résiliente et compétitive à l'horizon 2030. Je tiens ici à saluer particulièrement l'esprit de dialogue et de consensus qui a prévalu. C'est dans cette même dynamique que nous devrons ensemble poursuivre les réformes du cadre réglementaire, la relance du service universel, la digitalisation des services postaux et le renforcement des capacités. Et pour finir, le ministre Kiba Samaliba a invité toutes les autorités du secteur des télécoms de rester mobilisées pour que les engagements pris au cours de cet atelier ne demeurent pas des intentions, mais se traduisent par des actions concrètes et mesurables au bénéfice de la population congolaise. Enfin, la situation sécuritaire dans le Haut-Katanga, au centre des échanges entre les députés provinciaux de cette province et le secrétaire permanent André Mbata, qui a été invité dans la ville cuprifère pour se rendre compte de la situation sur le terrain. Robert Dechi Sensei.
La province du Haut-Katanga, province riche en ressources naturelles, fait face à des défis sécuritaires importants. C'est dans ce cadre que les députés provinciaux de cette province ont échangé ce mardi 5 août 2025 avec le secrétaire permanent de la plateforme présidentielle, le professeur André Mbata-Betoukoumé Soumangu, pour discuter de la situation sécuritaire, mais aussi de la collaboration entre l'exécutif provincial et les différentes institutions de la province du Haut-Katanga. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga se félicite de cette rencontre. La province se porte à merveille jusque-là et nous cogitons ensemble avec l'exécutif pour qu'il y ait cette harmonie entre les institutions et aussi pour travailler avec la population que nous représentons. Vous savez, la sécurité ne peut pas se mener sans qu'il y ait l'appui de la population. Et nous vous disons, nous vous garantissons que ça va à merveille. Et le reste là, nous allons juguler les poches de l'insécurité qui reste. Le coordonnateur provincial de l'Union sacrée de la Nation et les autres députés provinciaux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation ont exprimé un besoin urgent et rapide pour mettre fin à l'insécurité. Le coordonnateur remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa première visite historique au siège du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Le secrétaire permanent, l'honorable professeur Mbata, doit être rassuré que la plateforme qu'il dirige se comporte à merveille au niveau de la province du Haut-Katanga. Une réunion importante pour une meilleure coordination entre les différents acteurs politiques du Haut-Katanga. Le secrétaire permanent André Mbata-Betoukoumé Soumangu se félicite de cette rencontre et a accepté volontiers l'invitation lui lancée par les députés provinciaux. Je suis très heureux de le recevoir et je suis heureux que l'Union sacrée au Katanga se porte bien. On l'a vu d'ailleurs lors des dernières manifestations lorsque le secrétariat permanent a appelé à une mobilisation générale en soutien à l'accord de Washington. André Mbata se rendra prochainement à Lubumbashi dans le cadre de la redynamisation de l'Union sacrée de la Nation. Bouclons ce journal avec ce communiqué. La Fédération des entreprises du Congo salue les initiatives du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prises depuis son accession à la magistrature suprême en faveur de l'amélioration de l'environnement des affaires en République démocratique du Congo. Elle met en exergue, entre autres, la création de la cellule climat des affaires au sein de la présidence de la République, qui illustre une volonté affirmée de suivre de près les questions essentielles liées à l'attractivité économique et à la promotion des investissements. Elle salue également l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale à la fois resserrée et ouverte à d'autres couches sociales de la nation. Cette configuration traduit une volonté de renforcer la cohésion nationale et d'assurer une meilleure efficacité dans l'action publique. La FEC souligne également l'importance d'une coordination accrue entre les ministères, les établissements publics et les entreprises du portefeuille de l'État afin d'éviter le chevauchement institutionnel et de garantir une exécution cohérente et efficace des politiques économiques nationales. Enfin, la FEC réaffirme sa disponibilité à contribuer par des propositions constructives à un partenariat responsable à la réussite de cette nouvelle équipe gouvernementale dans sa mission de redynamisation de l'économie nationale dans un environnement propice aux affaires et aux investissements. C'est un communiqué signé Robert Malumba Kalombo, président national. Fin de ce journal, rédigé par Gauthier Kiassi sous la direction d'Oscar Mbalkaïj. Jacques Kabouaboua était à la coordination. Patrick Achala et André Ndjeka l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue à 23h avec Bobo Anan Mokonzi.